Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors posons-nous d'emblée une question fascinante. Pourquoi la santé mentale ne se réduit-elle tout simplement pas à un cerveau? Eh bien, en exactement 6 minutes, nous allons décortiquer ensemble tout le système qui l'entoure. Parce que pour vraiment comprendre la psychologie humaine, la biologie ne suffit pas. Il faut absolument lever les yeux et regarder l'environnement global dans lequel on évolue. C'est vrai, on a souvent tendance à tout ramener aux gènes ou à la neurobiologie. Mais la réalité, c'est que la santé mentale va bien au-delà de tout ça. La réponse, en fait, se trouve dans ce qu'on appelle l'écologie du développement humain. Et l'objectif ici, c'est de révéler toutes ces couches systémiques, invisibles, mais ultra puissantes, qui façonnent de manière concrète notre bien-être psychologique au quotidien. Au programme aujourd'hui, on attaque avec les bases microsystèmes, mésosystèmes, exosystèmes, macrosystèmes et chronosystèmes. Oui, ça fait beaucoup de systèmes, mais on va tout simplifier. On verra ces 5 niveaux de plus près, on les illustrera avec 3 exemples cliniques bien concrets, puis on passera au levier pratique avant de conclure. C'est parti! Passons tout de suite à notre première grande étape, les 5 fameux niveaux écologiques. Ce modèle qu'on voit à l'écran, il nous vient d'Uri Bronfenbrenner, un psychologue brillant qui l'a imaginé à la fin des années 70. Et pour le comprendre, rien de mieux que la célèbre métaphore des poupées russes. L'idée, c'est que l'environnement n'est pas juste un fond d'écran passif derrière nous. Non, ce sont des milieux littéralement emboîtés les uns dans les autres. Au centre, il y a l'individu, avec sa biologie et ses traits de caractère, ce qu'on appelle l'ontosystème. Et tout autour, chaque couche physique, sociale et culturelle va venir envelopper et influencer la précédente. C'est une vraie dynamique d'interaction permanente. Alors, faisons le tour du propriétaire de ces 5 niveaux, qui sont vraiment le socle de l'écologie du développement humain. D'abord, le microsystème. Ça, c'est l'environnement direct, la famille, le logement, l'école, là où les interactions se font en face à face. Ensuite, le mésosystème. C'est le système des systèmes, les liens entre les différents microsystèmes. Par exemple, comment l'école communique avec les parents. Après, on a l'exosystème. Ce sont les lieux où la personne n'est pas physiquement présente, mais qui la percute de plein fouet, comme les conditions de travail des parents, les politiques locales ou l'organisation du quartier. Plus large encore, le macrosystème. Là, on parle de la culture globale, des valeurs de la société, ou même de la stigmatisation. Et enfin, le chronosystème. C'est tout simplement le temps qui passe, avec toutes les grandes transitions vécues au cours d'une vie. Allez, fini la théorie pure, passons au concret avec 3 exemples cliniques rapides. Et bam, en retour, cet environnement nous façonne. C'est une sorte de danse d'interaction permanente. Et visuellement, ça donne ça, le fameux modèle des systèmes emboîtés. On a l'individu au centre, puis des cercles qui s'élargissent autour de lui. Le microsystème, le mésosystème, l'exosystème et le macrosystème. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque événement qui se passe dans un cercle extérieur va ricocher et finir par frapper la personne au centre. C'est pas juste un empilement, c'est un vrai réseau dynamique. Pour rendre ça super clair, Bronfenbrenner adorait la métaphore de la poupée russe. Et franchement, ça tombe sous le sens. Les environnements humains, c'est exactement ça. Il y a toujours une couche plus grande qui englobe la précédente. La toute petite poupée au centre, c'est vous, encapsulé dans votre école ou votre bureau, puis dans votre quartier, et enfin dans la société entière. Et c'est la grande poupée qui dicte la forme de toutes les petites à l'intérieur. Pour Léa, on va ouvrir ces poupées une par une. On passe à l'étape 3, microsystème et ontosystème. En clair, le cœur du problème est l'environnement immédiat. L'ontosystème, c'est Léa elle-même, sa biologie, sa psychologie. Et en ce moment, son ontosystème, c'est l'insomnie et une peur de l'échec totalement viscérale. Juste autour, on a le microsystème, c'est-à-dire ses interactions directes, le face-à-face au quotidien. Sa famille, son école. Le problème, ces microsystèmes sont devenus super toxiques. Elle se fait harceler, ses parents la critiquent durement et le sport-études lui met une pression dingue. C'est ce choc entre sa fragilité interne et ce rouleau compresseur externe qui fait exploser son anxiété. Et dans son école, c'est vraiment toxique. Il y a un climat de performance-évitement qui s'est installé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Léa n'est plus du tout là pour apprendre. Son seul et unique but, c'est d'éviter d'avoir l'air incompétente. On affiche les notes et les statistiques devant tout le monde, la moindre erreur est vue comme une honte, et il y a cette menace constante de se faire virer du programme. Résultat, son cerveau est en mode survie 24 heures sur 24. 4e étape, on recule encore un peu. Le mésosystème et l'exosystème, les liens invisibles et les forces externes. Le mésosystème, pour faire simple, c'est le pont entre l'école et la famille. Pour Léa, ce pont, il est inexistant. Les parents et les profs ne se parlent pas, il y a zéro objectif commun. Ensuite, l'exosystème. Ça, ce sont les environnements où Léa n'a aucun pouvoir mais qui la frappe de plein fouet. Par exemple, vivre dans un quartier précaire sans infrastructure ou subir les règles administratives hyper rigides de son école pour rester dans le programme. Des décisions prises dans des bureaux fermés mais qui lui tombent dessus comme une enclume.
Regardez un peu la différence. À gauche, la réalité de Léa, un mésosystème faible, des attentes qui se contredisent, aucune communication, tout le monde dans son coin. Et à droite, ce que ça devrait être, des vraies rencontres, un travail d'équipe, du soutien. Sans ce filet de sécurité, au premier faux pas de Léa, c'est la chute libre. Personne n'est là pour la rattraper, parce que les adultes ne se coordonnent pas. Ce qui nous amène à la 5e étape. Et celle-là, elle pèse super lourd. Le macrosystème, la grammaire du social. Le macrosystème, c'est tout simplement l'idéologie globale de notre culture. C'est la grammaire de notre société. C'est lui qui décide ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui a de la valeur ou pas. Et ce système, il est invisible. Mais c'est lui qui dicte les règles aux écoles, aux parents, et qui finit par impacter l'enfant. Il colore absolument tout ce qu'il y a en dessous. Et pour Léa, cette fameuse grammaire sociale, c'est la culture implacable de la performance. Une culture qui hurle que seul le succès immédiat compte. Le pire, c'est qu'elle assimile vos résultats à votre propre valeur humaine. Si tes notes baissent, tu vaux moins. Du coup, une erreur d'apprentissage tout à fait normale se transforme en une honte absolue. Et rajoutez à ça les réseaux sociaux. Pas étonnant que Léa vive un effondrement complet de son identité, et pas juste une petite déception. Mais alors, comment on s'en sort? C'est l'étape 6, les pistes d'intervention pour reconstruire tout cet écosystème. Concrètement, il nous faut un plan d'action d'urgence sur 3 fronts. 1. On aide Léa directement, dans son ontosystème, avec de la restructuration cognitive. 2. On répare le microsystème en stoppant net le harcèlement scolaire. Il n'y a pas de compromis là-dessus. Et 3. On consolide le mésosystème en mettant en place une médiation entre l'école et les parents pour enfin aligner leurs attentes et faire retomber la pression. Petit zoom sur l'outil clinique, la restructuration cognitive. C'est quoi ? En gros, c'est aider Léa à changer les lunettes à travers lesquelles elle voit le monde. Fini l'obsession pour les résultats bruts et la comparaison avec les autres. L'objectif, c'est de se concentrer sur son propre effort, sur sa technique. Si elle arrive à voir ses erreurs comme de simples étapes d'apprentissage et plus comme une honte existentielle, son anxiété va chuter. Et c'est seulement là qu'elle pourra retrouver le sommeil. Mais attention, on l'a vu, soigner Léa ne servira à rien si son environnement reste hostile. C'est pour ça qu'il faut absolument créer des liens de soutien. On remplace les petits mots secs par de vraies discussions en face à face. Les profs et les coachs doivent faire preuve d'un minimum d'empathie, voir l'humain derrière la note. Et il faut aussi connecter la famille aux ressources de leur nouveau quartier. Une fois que ce réseau de soutien est solide, il devient un bouclier incroyable contre la pression de la société. Finalement, l'histoire de Léa, c'est loin d'être juste le cas isolé d'une ado en difficulté. Ça met en lumière toute l'architecture invisible de nos propres vies. Un échec ou une réussite, c'est jamais 100% une question de volonté. C'est le résultat d'un équilibre super fragile entre nous, nos proches, nos écoles, notre boulot et la culture dans laquelle on baigne. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une transition dans votre vie, posez-vous la question. Quels sont les systèmes invisibles qui sont en train de façonner votre propre histoire ? Merci d'avoir suivi cette analyse à travers la loupe de Bronfenbrenner et on se dit à très vite pour une nouvelle exploration passionnante.